un jour heureux pour lui. Il souffle une bougie de plus. Encore une fois, joyeux anniversaire, cher ami. Oui, et il a la bénédiction de tout le monde ici. Merci. Alors, on va saluer ceux qui viennent d'arriver. Ils étaient là depuis, mais de l'autre côté. Tchanile Bana, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Mama Wiao, bonne arrivée. Merci, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le public sportif qui a retrouvé vraiment la joie à travers le football. Et l'association des joueurs de foot, elle se porte bien? Très bien, à merveille. Aristide Kouevidien, merci d'être là. C'est un plaisir partagé, bonjour à tous. Mohamed Touré, c'est un inconditionnel du sport, merci d'être là, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui sont ici avec moi et surtout à ceux qui nous écoutent. Abdelkader, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour auditrices, auditeurs de Sport FM. Ancien joueur, il a plein de choses dans son ventre, c'est intéressant de l'avoir autour de nous. Et nous allons parler de la 27e édition du Tour du Togo, le Tour cycliste international du Togo. Cette édition a été officiellement lancée hier, on va dire à Lomé. Espérons que ça va être du mieux cette fois-ci pour le Togo. En attendant, avant de revenir ici, j'espère que vous avez eu bien entendu ce que Dieudonné Gagou et Francis Ducreux ont dit. On prend tout d'abord la direction du Septentrion et on revient après. Gueule, bonjour. Bonjour, Mouyama Franck. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive. Tous ceux qui nous font confiance et qui les mettent dans les poches pour nous accompagner, que tous ces hommes-là peignent dans le temps de Christ. Très bien. Vous n'êtes plus musulman? Musulman ou chrétien, tu sais, je vais te dire une chose. Quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on répond Amen. Amen. Et maintenant, bon, quand le musulman, tout est bien, on appelle le nom de Adé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit Amin. Voilà. Ah, voilà, c'est la même chose. Voilà. Vous avez tout compris. Maintenant, vous êtes revenu à la normale. Très bien. Alors, on dit quoi? Les nouvelles, c'est la 23e journée du championnat national de football de première division et la 15e du côté de la deuxième division. Et voilà, nous prenons d'abord la toute première ligne. Et c'est Mathilde de Socoré vient de partir pour y affronter l'AS Togo Port de Lomé. L'AS Togo Port qui commence à faire des calculs, parce qu'ils ont encore un match tampon, c'est-à-dire le match de Bikenti de Bassar. Il faut d'abord faire sortir celui de demain. Et sur les compétitions universitaires, nous avons appris que Kissimbo Oulede a marqué 4 ou 5 buts hier. C'est-à-dire que Semati est averti parce que cet homme, quand il rôde, il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Ça sera demain au municipal de Lomé. Olou Fadé Adekambi a travaillé sur le schéma et il est parti très tôt ce matin. Il y a de cela 1h30, ils sont en route que nos bonheurs les accompagnent. Toroki va très loin pour jouer de l'autre côté, du côté de la forêt de Wamé. Nous, Franck, vous savez, tout le monde est villageois. Notre PDG, il faut fouiller, refouiller dans les hameaux de l'Est Mono pour trouver quelqu'un de l'autre côté. Et quand vous fouillez Tata Blessi, Demas, vous allez le voir du côté de Mateda, très loin même de la ville. Amélie Gabriel Kouma, il faudrait fouiller cette forêt immense pour sortir sur Ouamé. Tout le monde est villageois, nul n'est citadin. Et Koroki Metete est parti très tôt hier pour y affronter Maranatha Foko de Fioko, tandis que Unisport est sur place. Il va jouer demain la formation des Anges de Notin. Unisport va jouer sa dernière chance. Il faudrait prendre les 3 points devant les Anges pour espérer encore jouer le championnat de l'élite. Et Koroki Metete, le malheur des uns fera le bonheur des autres. Et souhaiter une victoire. 2 fois d'aventure à Gaza au ministère de Lomé. Attention, à Gaza s'est voyagé parce que à Gaza avait battu une fois une histoire à Sokoré. Ikesi de Bassar dans son âme joue le club militaire au pied des monts par Babassar. Quant à la formation de l'ASK de Kara, les chauffeurs ont traversé Sokoré hier pour jouer à SOTR en perte de vitesse, franchement en perte de vitesse. Ils ont fait 9 matchs sans défaite et ensuite, après avoir coulé à Sokoré face à ces matchs 4 buts à 0, et puis le comble, c'était l'élimination de l'ASOTR face à la formation de AFA en coupe du Togo. Oui. C'est là, ça, l'irréparable sera fait si cet après-midi ils perdent contre l'ASK de Kara. ASK de Kara complet, alors surtout qu'ils ont le meilleur buteur à leur 5 coups d'abat qui fait vraiment des miracles au niveau des chauffeurs de la COSA. Au match aller, l'ASK l'emporte 3 buts à 1. L'ASOTR est averti cet après-midi à la JCA d'Agonivé. La Côte défie la formation de Kotoko de Lavier. Attention, Kotoko commence à se réveiller
surtout quand ils ont reçu les 3 points, même quand ils ont aussi tenu en échec les gens qui ont battu la Côte de Cara. Le football n'est pas mathématique. Il faut faire beaucoup attention et voilà le stadium demain à Cara. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Au niveau de la D2, il y a Sarah qui veut assurer la montée cette année. Sarah qui reçoit l'AS Bina. C'est un match sur lequel il ne faut pas se louper. Voilà, c'est un match où il ne faut pas, parce que Sarah Sport devait creuser l'écart en battant AS Dansé de Guérépouka, mais au finish un but partout. Il fallait faire comme l'ASK de Cara la saison écoulée, faire endormir tout le monde jusqu'à ce que les gens ne se réveillent. Vous êtes loin. C'est ce que l'entente de Delomé est en train de faire. Les gars de Kotopi Akopé ont vite compris qu'il fallait déchirer. C'est comme un tour cycliste international. Quand vous faites l'échappée, pour vous rattraper, ça serait tellement difficile. L'entente de quand même a retenu la leçon parce qu'ils n'ont pas voulu que ça soit une répétition de la saison écoulée où un match de football se transforme en un match politique où on fait venir tous les cadres de toutes les localités. L'entente va se dire nous allons laver les mains parmi les innocents. Sarah Sport n'a pas su le faire et maintenant ils doivent carburer dur parce qu'il y a des équipes qui suivent derrière comme Odalou, le Cambole qui reçoit la formation de Cacade. Voilà, bon, mais Cacade doit prendre de défaler, tandis que Sarah joue AS Bina aussi qui monte en puissance avec 28 du côté de Sarah, 25 pour la formation de Odalou de Cambole, 23 AS Bina, Agua de Kosuntu et Kakadle. Ça serait vraiment difficile. Mais pour l'autre match, vraiment, pour la déception totale, c'est le match Agua de Kosuntu face à la formation de Odalou de Cambole. Aujourd'hui, toute la population de Kosuntu se dit que la fédération nous a triché parce que nous n'avions personne, nous n'avions pas de cadre, nous n'avions pas de président de l'Assemblée nationale. Et justement, je crois que là, on n'est pas dans les secrets de Dieu. Nous leur donnons raison. Si après un match joué à 72 heures, les rapports ne sont pas encore arrivés, la Fédération togolaise de football voit seulement les images des réseaux sociaux où on sanctionne les gens, alors que les mêmes personnes reprennent. Katania Moussapa disait on nous a tabassé à Sotobois au coup de sifflet final. Et il n'y a pas eu de décision préventive par rapport à cette situation. Et après un match de football où le commissaire, le rapport n'est pas encore arrivé, la fédération nous sanctionne vraiment. Ils sont tellement désolés. Et puis à revoir aussi le dossier de Poitin de Tapa en compte à Estogoport où la fédération n'a pas pris une décision. Aujourd'hui, je me dis que la commission d'homologation de la fédération togolaise de football est en train de perdre les pédales. Ça, c'est dossier 1. Dossier 2, on propose Jopos Suleiman sur le match Unisport Gomido. En dernière minute, c'est Panaka qui vient faire le match sur demande de Gomido de Palimé. Que la fédération, on considère notre entreprise comme étant un thème. Ce quoi on a dû changer l'arbitre. Quand ça commence comme ça, le colonel Akobi et Sakou, en passant par Amman, Chapoto et tout le monde, il faudrait resserrer les ceintures. Sinon, les dernières journées seront des dernières journées des cimetières, dernières journées des cadavres. Ne pas prendre des décisions là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, les gens de Koussoun considèrent que nous n'avions pas de cadre, on nous triche. Et fin de citation, il disait, Dieu est le père des orphelins sans père, les larmes aux yeux. Nous allons jouer à Cara, mais la fédération nous a triché. Là, ils ont pleinement raison. Si on les a tapés à Sotobois, on n'a rien fait. Si on a fait sur d'autres terrains, on n'a rien fait. Je crois que la fédération doit se ressaisir, surtout la commission d'homologation, la commission d'organisation de discipline. Nous jouons les derniers instants. Ça risque d'être tellement capitalissime jusqu'à la zone finale, ne plus céder. Il faut faire beaucoup attention, mais la deuxième division ou non, il faudrait vraiment être beaucoup attentif, hein, parce que je me rappelle en 2007 où Agua de Kosuntu avait joué face à la formation de Cambole, où c'est le lendemain qu'on a retrouvé les joueurs de Dalou, non, c'est le lendemain qu'on a retrouvé les joueurs de Agua de Kosuntu. Nous-mêmes, on a été victimes dans ce genre de situation. Ce n'est pas normal. Un match, simple match, entre la formation de Kata de Kouloumi et Alpha Bouro de Krikri, où on s'avance les gens parce qu'il y avait un tam-tam qui avait traduit quelques situations. Et là, le préfet d'alors de Tchamba, qui s'appelait Palanga Kolou Edjou, il a pris des décisions fermes où on a pu même envoyer des gens directement en prison où les frais d'hospitalisation étaient payés. Cette zone-là, entre Palanca, Koussountou, Cambole, il faut retravailler la mentalité des gens qui ne sont pas encore dans le football. Mais pour les cas exceptionnels de Koussountou, on n'a pas pris position. La fédération les a touchés. Fin de citation, nous n'avons pas. Oui, voilà, merci. Autre chose à préciser avant de partir? Rendez-vous demain après-midi, sous le coup de 15h, explication entre Unisport de Togolais, Ange, Football Club de Nanterre, mais nos juniors, loin des yeux, près du cœur. Bon vent,
Mais bien avant ça, on va suivre avec intérêt l'explication ASCK, SOTR à la bonbonnière volcanique d'Agoniville cet après-midi. À très très bientôt. Et on va revenir sur ces championnats nationaux naturellement. Mais entre-temps, on parlait de cyclisme. Evelyne Benidi, la fédération n'a pas su gérer, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, il y a eu problème entre les ténors du groupe, et notamment le numéro 1 togolais Kangara Ouf qui demandait de meilleures conditions de travail, et puis on a dit non, vous n'allez pas les avoir, on va chercher d'autres pour venir faire le cyclisme. C'est ça. Qu'est-ce que ça donne ce tour? Je pense que c'est un problème plus complexe que ce que la fédération veut laisser paraître, parce que quand vous fouillez, quand vous allez dans les coulisses, les revendications des coureurs quelque part ne sont pas véritablement fondées. Ce n'est pas eux de faire certaines revendications. Maintenant, du côté de la Fédération togolaise de cyclisme, on parle d'indiscipline et l'actuel président ne veut pas peut-être toute l'équipe aussi ne veut pas d'athlètes indisciplinés. C'est vrai qu'à Kangara Ouf, depuis un moment, c'est le porte-drapeau du cyclisme togolais. Mais cet athlète-là, ce que moi personnellement je lui reproche, à un moment, il s'est trop focalisé sur son projet Akbalimé, le Balimé Cycling Project, un truc comme ça. Il est tout le temps présent sur les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'il démontre, il montre le travail qu'il fait. Mais derrière, il oublie un peu son activité première. Aujourd'hui, il est plus dans le rôle de formateur et ça aussi, ça agit sur ses résultats au niveau du cyclisme. C'est vrai qu'on a tous crié qu'il lui faut de nouveaux matériels parce que c'est lui le meilleur sur le plan togolais et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même dans certains clubs, les responsables de ces clubs-là ne comprennent pas la révolution que ces athlètes font. Si la fédération a jugé bon de composer avec d'autres athlètes, de se tourner vers les garnisons, je me dis que c'est pas la bonne solution, c'est la meilleure. C'est pas forcément la bonne solution, mais pour l'instant, c'est ce qui est en train d'être fait. Nous tous, nous appelons la fédération et les rebelles entre griffes à trouver une solution parce qu'il va de l'avenir de ces jeunes-là. Comme on dit, il faut toujours éduquer les enfants, il faut la carotte des fois, il faut être un peu plus indulgent. Aujourd'hui, le tour cycliste, ça commence le 8 avril. On ne va pas forcément demander à la fédération de faire revenir ces athlètes-là parce qu'ils n'ont pas été présélectionnés, ils n'ont pas pris part au championnat national où les joueurs ont été sélectionnés. Maintenant, ça a été fait, le vin est tiré, il faut le boire. Peut-être qu'après ce 27e tour, il faut revenir à de meilleurs sentiments, discuter, diviser la poire en deux, parce que là, ça fait mal de ne pas voir les Kangara Ouf et tous les autres qui ont travaillé pendant un moment sur la durée avec tous les sacrifices qu'il faut. Il faudra le relever aussi, mais ne pas participer à ce tour. La fédération a aussi ses raisons. Aujourd'hui, c'est cette équipe qui est la patronne de la fédération. C'est eux qui dirigent ces enfants-là ou ces athlètes-là. Il faut trouver des solutions, mais le tour, c'est dans 9 jours. Donc, on fait avec en attendant de voir ce qui va se passer. Aristide, c'est ça, c'est la situation. Beaucoup disent que ce tour du Togo va être l'un des pires que le Togo ait jamais organisé parce que là, les ténors ne sont pas là. On est allé chercher des hommes en uniforme pour faire du cyclisme, voilà. Bon, tout de suite tirer cette conclusion, c'est aller trop vite en besogne pour ma part parce que moi j'estime que c'est la fin qui justifie les moyens. Et donc je suppose quand même qu'aujourd'hui, comme on l'a souvent dit, lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, il faut toujours faire la politique de ses moyens. Moi, je suppose quand même que c'est dans cette ligne droite que se trouve aujourd'hui la fédération parce que moi, j'estime, et je répète encore une fois, un athlète ne boycotte pas une compétition. Quel qu'en soit ce qui arrive, quelles qu'en soient les difficultés, il faut toujours aller dans des discussions, il faut discuter. Mais même si on doit laisser, j'allais dire, je ne sais pas, mais il faut toujours y aller. Non, mais écoutez, c'est exécution avant réclamation. Non, j'en viens. Oui. Dans cette histoire, qui est le perdant? À la fin, c'est les athlètes. Parce que le Tour du Togo, s'il vous plaît, on n'en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Tour du Togo chaque année. Maintenant, quand on boycotte, par exemple, cette compétition,
en décembre, on n'aura pas une autre compétition. Si par moment, peut-être en juillet, il y a eu peut-être des discussions avec peut-être l'implication du ministère des Sports et tout, et qu'on trouve la solution. Les athlètes ont déjà perdu. Ils n'ont pas boycotté le Tour du Togo. C'est la fédération qui ne les a pas sélectionnés. Non, moi, ils n'ont pas participé. Ils avaient boycotté aux sélections. Oui, ils avaient déjà boycotté une compétition. Oui, C'était non, même avant le Tour de... comment dirais-je, il y avait déjà le Tour de la COSA. Non, en principe, il faut comprendre l'origine du problème pour pouvoir tirer une conclusion. Parce que moi, j'ai eu plusieurs fois à reprocher à la fédération, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé en discussion avec les athlètes? Oui, les cyclistes. Les cyclistes. Mais par après, lorsqu'on a approché également les cyclistes, on a compris que, en fait, la fédération, entre-temps, a effectué des démarches pour pouvoir apaiser la situation. Mais la solution peut-être pour la fédération, c'est d'aller chercher des militaires dans les garnisons. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne pourrais quand même tirer une conclusion nette pour l'instant. Vous attendez le Tour d'abord pour faire la situation? Non, mais de toute façon, c'est ce que j'ai déjà dit dès le départ. J'ai dit que quand on n'a pas la politique de ces moyens... On fait la politique de ces moyens, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ce que je voudrais quand même repréciser, c'est que quand nous prenons un peu la façon dont les choses se déroulent, c'est vrai que les athlètes, en réalité, les cyclistes ne devaient pas boycotter la compétition, mais entre-temps, on nous a signalé que Raouf, il n'est plus tellement en forme et tout. Mais moi, je dis, ce n'est pas une raison peut-être de les écarter. Même s'il n'est pas... Parce que en réalité, la compétition constitue une expérience, une nouvelle expérience. Quand vous ne participez pas à une compétition... C'est d'ailleurs pour ça, après le mondial allemand de 2006, qui a consacré les escadrons bleus d'Italie, il y a le joueur argentin Ernesto Arias qui disait, je cite, « La révolution est une bicyclette. Lorsqu'elle ne roule pas, elle tombe. » Fin de citation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que quand vous êtes dans une révolution, vous devez être dans cette dynamique jusqu'à la fin. Mais quand vous allez peut-être dire que bon, parce qu'on a compris entre-temps que peut-être il y a une main noire quelque part qui poussait les cyclistes. Parce que, autrement dit, quand vous interrogez les gens, en réalité, il n'y a pas de problème. Quand vous interrogez les cyclistes, en réalité, il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, quand nous avions interrogé M. Gabou, on nous disait que les cyclistes avaient réclamé la démission d'un membre de la fédération parce que, entre-temps, on aurait appris que c'est lui qui coupait les primes. C'est vérifié. C'est vérifié. Je pèse bien mon mot, c'est vérifié. Ils avaient demandé la démission d'un des vice-présidents parce qu'ils estiment que c'est lui qui coupait les primes des cyclistes. Et c'est là où la fédération a réagi pour dire, les athlètes, en tout cas les cyclistes, ne peuvent pas demander la démission d'un membre du bureau qui est élu à une assemblée générale. En réalité, la fédération dit encore, nous n'avons pas affaire directement avec des cyclistes, mais nous avons affaire avec des clubs. Quand vous avez des revendications, adressez-vous à vos responsables de club et c'est à eux maintenant. Pour une fois, le Togo va gagner son tour. C'est possible. Bon, c'est possible parce que moi, je sais que dans d'autres pays, quand vous allez dans les garnisons, il y a également de bonnes choses parce que ça soit même dans le Maracana, que ça soit même dans les militaires sont de très bons sportifs. Très bons sportifs. Et surtout de très bons fondeurs. Mais sur ce plan, on va les voir à l'œuvre d'abord. Oui, remettez-vous. Oui, ce que je veux dire d'abord, à chaque fois, l'artiste dit qu'un athlète ne peut pas une compétition, mais on a vu les Francky Frédéric, les Novak Djokovic, les Roger Federer renoncer à des compétitions lorsqu'ils ne se sentent pas prêts. Donc ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est autre chose. Oui, j'arrive. Parce que la fois passée, vous l'avez dit, moi, j'ai dit que c'est faux. Et puis quand vous dites que à la fin, ce sont les cyclistes qui perdent, non, ils ne perdent pas. Demandons-nous depuis que... Ils ne participent pas aux compétitions. Ils ne perdent pas. Depuis que le cyclisme existe au Togo, ceux qui en ont fait, les Moreira comme les quoi là, ils sont devenus quoi? Franck, si tu vas au niveau du marché, tu vas avoir un cycliste d'Osuvi Kouvi. S'il est assis, tu diras que c'est un fou. Non. Tu diras que c'est un fou. Donc, non, franchement, de l'état dans lequel tu vas le voir actuellement. Donc, franchement, il ne perd de rien. Faut pas, c'est-à-dire que moi, je soutiens cet athlète parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour les utiliser, avoir de l'argent. Est-ce qu'il n'exagère pas trop ces athlètes? Faire du business et puis à la fin dire qu'on organise les tours du cyclisme. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Il ne faut pas soutenir parce que c'est une fédération. La fédération même, les gens qu'on place là-bas, eux-mêmes, ils connaissent quoi là-bas? Rien. Non, les gens sont... Il faut qu'on le sport togolais en général, moi je le dis et je le dirai partout, le sport en général togolais est malade. Il faut qu'on reconnaisse. C'est des gens qui sont là pour les affaires, pour des business. Il ne faut pas utiliser les gens. Ces athlètes ne regretteront pas. Parce qu'ils ne vont pas ce temps-là pour sacrifier à tout. C'est vrai. Franchement, moi je le dis. Oui.
Oui, vous vous intéressez au cyclisme aussi. Je soutiens la thèse de Mohamed. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on se dise la vérité. Les gens au Togo viennent au sport pour se servir et non pas servir le sport. C'est vrai. C'est vrai. Quand vous voyez au niveau de tous les clubs de football, au niveau de toutes les associations sportives, les gens viennent pas pour servir réellement la discipline. Ils viennent pour se servir. Ça, c'est des criminels. Non, je le dis très bien, c'est des criminels parce que je suis révolté. Ils n'ont pas des armes en main. Non, un criminel, ça ne pas avec les armes. On peut, dans le passé, être criminel. Ah bon? Oui, on a vu des criminels qui n'ont jamais utilisé l'arme pour tuer. Hein? Parce que quand on tue toute une jeunesse, c'est être criminel. Hein? Aujourd'hui, le sport togolais souffre de l'intelligence de ses dirigeants et de la prévoyance de ses dirigeants. Hein? À la suite, nous allons développer. Il y a une situation qui est là, hein? Palpable. Donc aujourd'hui, ces cyclistes, je serais à leur place que j'allais faire mieux. J'allais agir comme eux. Ah bon? Parce que nous avons suivi tous les tours cyclistes au Togo. Nos cyclistes n'ont jamais été considérés. Ils n'ont même pas le matériel pour la compétition. Très bien. Ils n'ont même pas le matériel pour la compétition. Quand vous prenez leur vélo, c'est leur vélo qu'on appelait dans le temps passé les Foreva. Les Foreva, c'était pour aller à l'école, aller au champ et autres. Ce n'était pas pour la course. Bien. C'est ce que on va y revenir. Kader a envie de placer un mot juste là-dessus et puis on change de sujet. Oui. Moi, je vois qu'il faut qu'on maintienne le fil du dialogue. Bon, les athlètes, ils ont leurs caprices. Bon, on n'a qu'à les aborder. Les dirigeants aussi. Voilà, les dirigeants n'ont qu'à les convaincre. Vous voyez, bon, en 2006, Zidane a refusé de jouer, mais on était parti chercher Zidane pour qualifier la France pour la Coupe du Monde. Donc, et les athlètes, ils ont leurs caprices. Approchez-les, abordez-les, ils vont finir par comprendre. Mais ça ne sert à rien d'aller chercher les hommes en uniforme dans les garnisons. Est-ce qu'ils sont aguerris, eux? C'est la question qui se pose. C'est la question. Donc, Diassou est ainsi, on verra. Voilà, on va suivre ce tour, on verra bien. Est-ce que ça, maman, vous voulez oui, vous voulez. Oui, moi, j'allais seulement ajouter que. Un chat dans la gorge. Vous m'excusez, j'allais seulement ajouter que si on veut faire une revendication et on n'utilise pas la bonne manière, après ça retourne contre soi. C'est comme ça souvent. De deux, il faudrait que tout en revendiquant, ouvrir une porte à la négociation. On ne ferme pas la porte. Donc j'exhorte ces athlètes-là. Et au départ, je n'avais pas bien suivi le feuilleton, mais à voir M. Kouévidien parler, ils avaient totalement boycotté un événement passé. Totalement. Hein, ce qui a suscité un peu la nervosité au niveau de la fédération. Tout en revendiquant, il faut ouvrir une porte à la négociation et la fédération elle-même doit approcher les joueurs ou bien passer par des couloirs pour toucher leur capitaine ou bien celui qui mène le mouvement. Parce que quand on veut tout de suite chambouler la situation, on ira perdre sa face au niveau de la compétition et on sera ridicule. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Bien. Oui, le sujet intéresse tout le monde finalement. Oui, le cyclisme. Oui, Razak Derman, bonjour. Bonjour Franck. Vous allez bien? Ça va et toi-même? Oui, ça va aussi. L'AS Togoport est sur une très très bonne ligne. Hein. Ça fait du bien pour le club aujourd'hui. Non seulement le pour fait le d'être club, en poule. Oui, non seulement pour le club, mais je pense bien pour tout le pays. Pour tout le pays, naturellement. Voilà. Je voulais quand même dire un petit mot concernant le problème relatif au cyclisme. Oui. Pour dire que tout à l'heure, nous avons écouté notre ami Kouévidien. Donc, il a dépeint un peu les démarches où les membres de la fédération ont approché les cyclistes. Ils ont entamé des discussions, mais il ne nous a pas donné les résultats de cette discussion. Pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? S'il y a une démarche dans le sens d'aller discuter... Finalement, chacun restait sur sa position, en fait. Voilà pourquoi la situation semble bloquée. Ouais. Ouais. Et la fédération dit, bon, si c'est comme ça, je vais chercher les hommes en uniforme, les militaires pour venir faire... mais là encore, ça voudrait dire que c'est à contre-cœur que la Fédé a décidé d'aller dans ce sens. Parce que de toutes les façons, ces cyclistes dans les garnisons ne sont pas préparés pour de telles compétitions. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, le résultat ne sera pas non plus au rendez-vous. Et in fine, qui perd? C'est toujours le Togo qui perd. Voilà.
Voilà, malheureusement, on va revenir sur cette affaire. Le tour du Togo va commencer bientôt, dans une semaine. Ce sera la 27e édition. On a changé un peu les choses. Ça ne quitte plus Lomé pour le Nord, mais ça quitte plutôt le Nord pour Lomé désormais. On va quitter Il faut peut-être préciser également qu'il n'y aura plus les étapes de collines et de montagnes et tout ça, là, parce que l'année passée, vous vous rappelez, il y avait beaucoup de blessés et donc les organisateurs ont préféré quand même ne plus avoir ces étapes. Circuler seulement dans la plaine. Voilà, normalement les Togolais devraient gagner ces étapes de montagne, mais ça n'a jamais été le cas. On verra bien cette fois-ci. Et nous poursuivons cette émission. Nous reviendrons naturellement sur le championnat et puis l'Est Togo-Port qui va constituer le sujet phare. Et puis le dernier stage en France. Je rappelle que le sélectionneur adjoint est Tasport FM, Jean-Paul Abalodossé. Il est de l'autre côté. Il va venir bientôt. Voilà. Et nous allons parler des matchs amicaux disputés dans le cadre de la journée FIFA en vue de la Coupe du Monde. Il y a des sélections qui se préparent. Nous avons le point de tous ces matchs amicaux avec Grégoire Attignon. Sans faute pour la Tunisie et le Maroc dans la première partie des préparatifs pour le Mondial 2018 en Russie. Les deux sélections ont réalisé 2 victoires en autant de matchs amicaux dans le cadre des journées FIFA. Les Aigles de Carthage, 4 jours après le succès sur l'Iran 1-0, ont enchaîné mardi face au Costa Rica sur le même score. Les Lions de l'Atlas, eux, ont dominé l'Ouzbékistan 2-0 mardi après avoir gagné la Serbie vendredi 2-1. C'est tout le contraire pour l'Égypte qui a enchaîné 2 défaites. Les Pharaons ont tout d'abord perdu face au Portugal 1-2, puis face à la Grèce mardi 0-1. Le Nigeria, vainqueur de la Pologne vendredi 1-0, a perdu mardi face à la Serbie 2-0. Enfin, le Sénégal a enregistré 2 matchs nuls. Le premier face à l'Ouzbékistan 1 but partout, puis le deuxième hier 2-0 concédé devant la Bosnie-Herzégovine. Ailleurs, d'autres équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde ont aussi disputé des rencontres amicales. Il y avait de belles affiches ce 27 mars. Dans un petit remake d'un match entré dans l'histoire, en 2014, le Brésil a cette fois battu l'Allemagne à Berlin 0-1. La Seleção prenait ainsi plutôt une petite revanche de sa demi-finale de 2014 perdue à la maison face à la Mannschaft 7-1. Le but brésilien mardi a été marqué par Gabriel Jesus. À Madrid, plus précisément au stade Wanda Metropolitano, l'Argentine sans Lionel Messi a sombré face à l'Espagne 6-1 avec un triplé disco. L'Angleterre a été accrochée par l'Italie, non qualifiée pour le mondial, score 1 but partout. Jamie Vardy pour les Three Lions, puis Lorenzo Insigne sur penalty pour la Squadra Azzurra sont les buteurs. Battu vendredi par la Colombie 2-3, la France a essayé de réagir face à la Russie mardi. Les Bleus ont dominé sans trop convaincre les Russes 3-1 dans un doublé de Kylian Mbappé. La Suisse s'est montrée impressionnante contre le Panama, balayé 6-0. La Belgique a également brillé devant l'Arabie Saoudite 4-0 avec des réalisations de ses stars Romelu Lukaku, auteur d'un doublé, de Michy Batshuayi et de Kevin De Bruyne. Autre résultat, l'Ukraine prend le dessus sur le Japon 2-1. L'Iran est venu à bout de l'Algérie 2-1. La Roumanie bat la Suède 1-0. La Pologne a dominé la Corée du Sud 3-2. 0-0 entre le Danemark et le Chili. Même score entre la Colombie et l'Australie. Voilà, quelques matchs amicaux pour les pays qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. C'est dans 2 mois et demi au pays de Vladimir Poutine. Et le score qui marque les esprits, c'est ce 6-1 infligé à l'Argentine par l'Espagne. Et le Brésil qui a pris une petite revanche en dominant l'Allemagne 1-0. Vous vous souvenez de cette demi-finale en 2014 où le pays a été battu 7-1, s'il vous plaît, vous ne rêvez pas, c'était au Brésil. C'était donc le ciel qui tombait sur tout le Brésil à l'époque. Voilà, et on va s'intéresser à quelques interviews des entraîneurs africains. On commence par Aliou Cissé du Sénégal qui s'est exprimé juste après ces matchs amicaux. On est en train d'essayer un nouveau système, mais bon, c'est pas un système qui est figé. Beaucoup de gens parlent de tactique, mais bon, je pense que c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le contenu, le plus important, c'est l'animation. La tactique, c'est juste un support sur quoi on se base pour, à un moment donné, constituer une équipe. Donc, ça fait un bon bout de temps que ça trotte dans ma tête, ce système-là. C'est vrai que l'année 2017 a été une année chargée, où on n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux, donc on n'a pas pu le faire. Et je crois que les matchs amicaux servent aussi à ça. Donc, dans le passé, le Sénégal avait déjà joué dans ce système-là. Les joueurs qu'on a constitués aujourd'hui
ont l'habitude, soit en club, soit en sélection. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau. Je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe. J'ai toujours dit que la star, c'était l'équipe. Je continue à penser que la star, c'est l'équipe. Je continue à penser que le Sénégal pourra gagner seulement si nous jouons collectivement, si nous jouons ensemble, si nous avons un projet collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu, que ce soit sur le plan de la solidarité, sur le plan du contenu, sur le plan de l'état d'esprit et surtout sur le plan technique. Donc je pense que nous devons continuer à travailler dans ce sens-là. Nous savons que nous allons partir à une compétition qui sera très difficile, qui est différente de la Coupe d'Afrique. Et nous avons avec une équipe jeune, une équipe inexpérimentée. Donc c'est très important d'avoir en tout cas beaucoup d'humilité et surtout ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Voilà, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal. Derrière lui, l'entraîneur de la Tunisie, Nabil Maloul. Très bon test, une équipe très athlétique, très disciplinée sur le plan tactique, une très bonne opposition. Je suis très content de la prestation de mes joueurs qui ont effectué un match très impressionnant et sur le plan athlétique surtout pour rivaliser avec ces Iraniens qui n'ont pas perdu depuis 2015. Donc ça c'est très important, ça fait 3 années qu'ils n'ont pas perdu, ça c'est une bonne chose pour l'équipe nationale tunisienne. Autre chose, je suis très satisfait de l'incorporation des nouveaux joueurs. C'est pas facile d'incorporer voire 4 à 5 joueurs d'affilée dans les 11 rentrants. Donc ça a été un élément très positif pour l'équipe nationale. Je remercie énormément tous les joueurs pour leurs efforts, leur cran. Ils ont fait un match exemplaire sur tout le plan. Je remercie surtout les joueurs qui étaient là avec moi pendant toute la période de la qualification, qui ont facilité la tâche et facilité l'intégration des joueurs nouveaux qui ne se sont pas sentis dépaysés. C'est ça ma principale satisfaction. La première, c'est la manière d'aborder ce match. Beaucoup de glaive, comme on dit, beaucoup de cran, beaucoup de savoir-faire. On a joué tous les coups à fond, comme on dit. Et la deuxième satisfaction, c'est la facilité. Quand tu vois l'équipe nationale tunisienne jouer avec 4 nouveaux joueurs qui étaient là en première mi-temps, ça explique qu'on a une très bonne ambiance au sein du groupe et il n'y a pas un secret là-dessus. Je suis le sélectionneur national, on est un staff technique, on pense au lendemain à la Coupe du Monde et à l'avenir de l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale ne va pas s'arrêter après la Coupe du Monde. On a la Coupe d'Afrique, il faut bâtir une bonne équipe qui peut rivaliser avec les nations africaines dans les prochaines années. C'est ce qu'on est en train de faire. Nabil Maloul, le sélectionneur des Aigles de Carthage de la Tunisie. Et pour les Super Eagles du Nigeria, l'entraîneur allemand Gernot Rohr s'est aussi prononcé. Le match en Pologne a été un très bon match de football dans des conditions pas simples parce qu'il a fait très froid à Wrocław, dans ce sud-est là de la Pologne, et puis les joueurs du Nigeria avaient un petit peu de mal à s'habituer à ces températures, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, notre équipe a pratiqué un très bon football avec une bonne possession de ballon, et aussi avec un penalty qui a été tout à fait mérité et transformé par Victor Moses. Un match qui a été très physique parce que la Pologne, forcément, qui est numéro 6 mondial, n'a pas voulu perdre ce match chez elle, à son domicile, dans un beau stade plein et qui était évidemment acquis à sa cause, et que le Nigeria, qui pourtant avait déjà battu l'Argentine, était quand même considéré comme un adversaire à sa portée. En deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué pour mon équipe. La Pologne a beaucoup attaqué. Lewandowski avait une balle de but, mais notre jeune gardien, Francis Uzoho, 19 ans, de la Corogne, a été impérial. Et la défense est très bien organisée contre le jeu offensif de la Pologne, qui était évidemment basé sur la présence de Lewandowski. Voilà, Gernot Rohr, un Allemand qui parle très bien français, en tout cas il a vécu en France. Hein. Et voilà, à 2 mois et demi de cette grande compétition, la plus prestigieuse au niveau des nations,
qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des représentants de l'Afrique? On a l'Égypte, on a le Maroc, on a le Nigeria, la Tunisie et puis le Sénégal. Quel est le pays le plus représentatif, Evelyne Benidi, selon vous? Oh, pour moi, aucun. Parce que on a cette habitude-là de vanter les mérites de ces sélections africaines qui vont mondial et à la fin, on est tous déçus. Il y a plus d'individualité que de collectif la plupart du temps parce que les joueurs veulent se montrer. Chacun veut faire valoir ses capacités. Si ce n'est pas les problèmes de primes, c'est d'autres problèmes dans les coulisses qu'il faut régler. Ça fait la une du monde entier. On est plus visible dans la rubrique faits divers que sur le terrain. Donc, j'attends de voir. Mama Wiao, vous comptez sur quel pays, vous? Le Nigeria, le Sénégal? Il y a deux catégories, à mon analyse, d'équipes. Il y a les équipes qui vont y aller avec des individualités fortes. Par exemple, le Nigeria, le Sénégal. Au Nigeria, il y a l'autre qui joue à Chelsea. Et Moses qui va tirer la barque. Là, ça risque de tourner contre ces mêmes équipes-là, puisque quand la star est bloquée dans un match, vous voyez que l'équipe... C'est lui la star du Nigeria? Oui. Oui, je pense, Victor Moses. Oui. Puisque aujourd'hui, à Chelsea, il démontre ce qu'il est capable de faire. Il y a aussi le Sénégal avec Sadio Mané et l'Égypte avec Salah. L'Égypte, les Maghrébins vont, la deuxième catégorie, ils vont avec un collectif fort, malgré qu'il y a Mohamed Salah en Égypte, mais c'est un collectif. Et ils sont presque dans le même championnat. Il n'y a que quelques internationaux ou quelques expatriés qui rejoignent le groupe. Donc, le collectif est moulé. Et donc, eux, ils vont plus gêner le football des équipes qui vont rencontrer, plus que les équipes qui auront des individualités. Puisque quand la star ou ceux qui sont au meilleur de leur forme dans l'équipe sont bloqués, et vous voyez que l'équipe n'avance pas. Mais bon, tout le monde aura sa carte à jouer. Et je pense qu'avec le moral, ça pourra y aller. Et les Africains vont plus faire de performances cette année, je pense, plus que les années passées. Voilà. Kader, vous, il y a eu une équipe ou bien une sélection qui vous donne de la joie, sur laquelle vous voulez mettre des pièces? Moi, je vais dans le sens d'Evelyne. Moi, je ne vois aucune équipe parce que pourquoi? Je suis très déçu par les deux matchs amicaux. Moi, je m'intéresse. Il ne s'agit que de matchs amicaux. On dit souvent que si une chèvre va faire une bonne sauce, c'est dans la démarche ou bien comment on dit ça. Voilà. C'est ça, voilà, c'est ça que tu vois. Moi, les deux matchs, je m'intéresse plus aux équipes noires africaines, pas les maghrébins. Moi, j'ai suivi le match du Nigeria Pologne, mais il n'y avait même pas penalty. Moses a simulé le penalty. Mais ça aussi, ça fait partie du Et le match du Sénégal contre la Bosnie, tu vois, les Sénégalais, moi, je les ai même pas vus en deuxième mi-temps. Tout le monde faisait sa star. Si tu vois Pjanic, Djeko, ils jouent pour leur pays et même ils n'ont même pas carburé. Ils se réservaient. Mais les nôtres, bon, ils veulent jouer à la star, je ne sais pas ce qui... Ça ne donnera rien. Oui, ça ne donnera rien. Oui, rapidement, vous, Aristide. Non, moi je vois venir cette équipe du Maroc, cette équipe d'Hervé Renard. Oui. Tenez-vous bien, c'est une équipe qui depuis un certain moment continue de gagner en confiance. Cette équipe a gagné 14. Ils ont d'ailleurs gagné les 2 derniers matchs. Non, ça fait déjà 14 matchs sans défaite. Oui. C'est déjà énorme. Depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, 14 matchs sans défaite. Disons que c'est un exploit. Mais ça n'explique pas une bonne performance. Non, il y a une certaine cohésion. Il y a une certaine cohésion à ce niveau. Et surtout, Hervé Renard, c'est un entraîneur qui arrive aussi à gérer de la plus belle manière son effectif.
je le dis souvent, que dans un naufrage collectif, le sauvetage individuel est illusoire. Simplement parce que vous pouvez avoir dans des équipes africaines des individualités, des joueurs qui ont quand même cette capacité de se mettre véritablement au combat. Ce minimum de fighting spirit, mais au finish, lorsque par exemple il n'y a pas ce collectif-là, je ne crois pas que cette équipe ira quand même de l'avant. Donc vous voyez le Maroc. Moi je vois le Maroc. C'est tout. Peut-être on peut parler également du Sénégal, même si sur cette dernière rencontre, le Sénégal n'a pas tellement convaincu. Il faut dire quand même que l'appétit vient en mangeant. Nous avons encore quelques 2 mois et demi, quelques mois devant, et c'est la suite des préparatifs dans les pays qualifiés avec leur lot de cortège, de combines et d'imagination. Et donc moi je considère quand même qu'on peut avoir confiance en cette équipe du Sénégal et également du Maroc. Mohamed Touré, vous supportez quelle équipe? Je sais que vous êtes Lions indomptables, mais ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Ils ne sont pas à la Coupe du Monde, mais ici, je compte sur le Maroc. Et je lis à leur coach, un entraîneur capable d'aller tenir tête au Portugal et à l'Espagne. Franchement, je vois qu'ils peuvent former un collectif qui fera mieux. Oui, Razak Derman. Oui, heureusement que Aristide est venu entre griffes nous sauver un tout petit peu. Parce que quand j'ai entendu les 2 premiers intervenants, je me dis, mais Dieu, mais c'est pas possible. Je ne serais pas aussi africano-pessimiste à chaque fois. Est-ce que c'est le pessimisme? Écoutez, c'est ce qu'ils produisent. Franck, tout commence par un rêve. Tout projet, quel qu'il soit. L'Est-Groupe a rêvé aujourd'hui. C'est comme ça. Si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez rien faire. Oui. Donc, commençons par rêver. Le rêve aussi a des limites. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais moi, j'estime que, comme Aristide venait de le dire, je pensais véritablement au Maroc. Oui. Quand vous regardez un peu le Maroc, il y a une certaine stabilité. Un collectif assez huilé aujourd'hui, comme il a dit, avec des résultats qui sont là. Mais surtout, un coach qui a une forte personnalité et qui peut véritablement booster le moral de ses joueurs. Surtout lorsqu'on est à la Coupe du Monde. Vous savez, généralement, à la Coupe du Monde, nos équipes sont un peu en dedans du fait d'abord du niveau de la compétition, des équipes en face. Et donc, si moralement, le coach n'est pas fort pour accompagner le mental de ses joueurs, généralement, ils sont déroutés. Donc, à ce niveau, je pense que le Maroc pourrait faire quelque chose. En deuxième position, je vois le Nigeria. Malgré tout, le Nigeria a quand même de l'expérience. Qui a une grosse poule, Argentine, Islande, Croatie. C'est vrai, ce serait difficile, certes. Mais je pense que ces 2 équipes pourront quand même faire quelque chose à la Coupe du Monde. Voilà. Kanile Bana, voulez-vous mouiller un tout petit peu par rapport à ces pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde? À 2 mois et demi, quelle est l'équipe qui vous impressionne le plus? L'équipe qui m'impressionne le plus, c'est le Sénégal. Oui. Parce que c'est la vraie équipe nationale. Du banc de touche jusqu'au gardien de but, ils sont sénégalais. Il n'y a pas de mercenaires. C'est vrai. Tous les pays qui viennent à la Coupe du Monde viennent avec les vrais nationaux. La plupart sont des binationaux, il faut préciser. Non, les binationaux. Non, on connaît les binationaux. Non, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est juste pour préciser que la plupart sont des binationaux. Je dis ce que je dis, on n'a qu'à laisser affaire de binationaux. Binationaux, c'est un vocabulaire. Les vrais nationaux, quand vous prenez le banc de touche sénégalais, jusqu'au gardien de but, sont tous des Sénégalais. D'origine. Et c'est un message que vous envoyez. C'est un message. Parce que quand vous voyez les autres pays, ils ne viennent pas avec des entraîneurs mercenaires. C'est en Afrique qu'on a ce luxe. Quand vous prenez l'Argentine ne vient pas avec un entraîneur anglais. Ni un Argentin et un entraîneur allemand. L'Allemagne ne vient pas avec un entraîneur étranger. Donc les vraies équipes nationales, si on doit refondre le mot équipe nationale, on doit revenir aux nationaux. C'est-à-dire que l'équipe nationale doit être conduite par un sélectionneur national, oui. Parce qu'on dit équipe nationale. Ça s'arrête là. Ça pas les clubs. C'est ça. C'est au niveau des clubs qu'on peut avoir ça. Donc, mais au niveau des équipes nationales, je pense que l'Afrique doit vraiment reviser sa conscience et aller avec un banc de touche de nationalité de son pays pour vraiment parler d'une équipe nationale. Voilà, donc le Sénégal pour vous reste ce pays qui peut faire rêver aux côtés de la Pologne, de la Colombie et du Japon. Il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu cette compétition, ce n'est pas donné. À Balo Dossé, il y a 12 ans, vous avez vécu ça en Allemagne. Alors, à 2 mois et demi de l'ouverture de la compétition à l'époque, que faisiez-vous? 2 mois et demi, on pense d'abord à finir son championnat. Oui. Et on n'y pense même pas
Parce qu'on ne sait même pas si on sera Mais vous aviez ça dans un coin de la tête? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en club, on fait tout pour être prêt pour le jour J. Les gens vous disaient quoi à l'époque lorsqu'ils savaient que vous devez être en Coupe du Monde? Voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les gens ils disent qu'ils aimeraient bien être à notre place. Ah, ouais, voilà. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Parce que moi j'ai toujours pris le cas de Abedi Pelé, j'ai joué qui sont de très grands joueurs qui n'ont jamais joué la Coupe du Monde. Donc vous savez, c'est pas donné à tout le monde. Mais pour revenir un peu à votre question, moi je crois à toutes les équipes. Ouais, elles sont capables de faire quelque chose. De bonnes choses. Parce que vous savez, les matchs amicaux, avant, les joueurs ne se donnent pas à fond parce qu'ils ont peur de se blesser. Donc, on ne se livre pas totalement. Exactement, il y a des joueurs comme ça. Donc vous allez voir que le jour J, mais ils vont surprendre. Moi, je suis très confiant pour les 5 équipes qui représentent l'Afrique. 12 ans après, que gardez-vous de votre participation à la Coupe du Monde? Il y a de bonnes et de mauvaises choses aussi. Bon. Vous pensez que le Togo a encore les moyens d'y être un jour, en 2022, 2026? Bien sûr. Moi, j'y crois vraiment qu'en 2022, il y a une forte chance qu'on soit là. Parce que sur la base du travail qu'on est en train de faire actuellement, si on continue, je suis persuadé qu'on sera à la prochaine Coupe du Monde. Que représente une Coupe du Monde pour un joueur, par exemple? Je crois que c'est le summum. Si vous n'avez pas joué une Coupe du Monde dans votre carrière, on ne peut pas dire que vous êtes mauvais, mais faire une Coupe du Monde, je pense qu'il n'y en a pas plus haut que la Coupe du Monde, quoi. Aujourd'hui, lorsque vous faites un peu de recul autour de la chose, vous disiez peut-être le Togo était capable de franchir ce premier tour aux côtés de la France, de la Corée du Sud et de la Suisse. C'était possible. C'était très possible même. Et il y avait on a eu beaucoup de chances pour passer, mais vu l'incident qui s'est passé, je pense que nos joueurs aussi mentalement n'étaient pas aussi forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 12 ans, on ne va pas encore revenir là-dessus. C'est le problème de prime qu'a soulevé maintenant Evelyne. Et souvent, c'est en Afrique noire, mais souvent les Maghrébins n'ont pas ce problème-là. Vous regrettez ça aujourd'hui? Ah bien sûr, même depuis, moi j'ai toujours regretté ça parce que ça a été l'occasion pour nous peut-être aller au deuxième tour. C'est parce que pour les équipes africaines, c'est très difficile d'aller au deuxième tour. Mais je pense que cette année-là, ça peut arriver. On pouvait le faire si vraiment on était sérieux. L'un des mauvais souvenirs de cette Coupe du Monde pour vous, c'était peut-être la mauvaise appréciation de l'arbitre qui vous remettait un deuxième carton jaune face à la Corée du Sud, qui vous obligeait à laisser vos partenaires. C'était compliqué? Ouais, c'était compliqué parce que c'est vrai que vous teniez bien ce match-là? Bien sûr. Le premier carton, n'était vraiment pas... Je ne méritais pas le premier carton. Le deuxième, oui. Mais ce qui a été le plus dur, c'est de prendre le but sur le coup franc. Ouais. Ça, vous sortez et puis vous encaissez le but. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà. Bon, c'est la vie. C'est le football. Le Togo a quand même son nom inscrit quelque part dans les annales de la FIFA, Coupe du Monde. Ouais. Ce n'est pas donné à tous les pays. Oui, Razak? Oui, je voudrais me permettre, si tu le veux bien, avec du recul aujourd'hui, je voulais demander à Balo Dossé s'il ne fallait peut-être pas, je dis bien avec du recul, peut-être mettre du bémol sur les primes qui ont peut-être, les problèmes de primes qui ont peut-être plus de conséquences sur la qualification du deuxième tour du Togo. Donc mettre un bémol sur les primes et viser plutôt la qualification qui aurait pu peut-être aussi changer le cours de leur carrière. Oui, c'est moi qui pose la question. Mais ah oui, bien sûr, mais en fait, ce problème, ce n'est pas un problème d'un joueur ou bien de... Bien avant, il y a eu d'autres problèmes qui auraient pu être réglés avant qu'on arrive à la Coupe du Monde. Mais une fois que vous arrivez à la Coupe du Monde, c'est compliqué. Mais après, chaque joueur, ça dépend comment il fonctionne. Moi, la prime ne peut pas m'empêcher de jouer. Parce qu'il y a des moments où les joueurs refusaient même de venir jouer. Moi, j'ai toujours joué parce que je considère que j'aime le football de mon pays. C'est mon métier. Voilà. Mais après, la prime, c'est vrai qu'il y a des joueurs, c'est le moment peut-être pour eux de toucher quelque chose. Et je crois que c'est normal aussi que... On ne voulait pas louper l'occasion. Eh bien sûr, mais je sais que dans une Coupe du Monde, c'est anormal que tout ne soit pas réglé avant. C'est anormal. Voilà. En tout cas, oui, Maman Wiao, rapidement, on va boucler ce sujet. Je voulais ajouter un petit mot. Cela s'était passé surtout parce qu'il n'y avait pas de tests préétablis. Je pense qu'avec l'ancien capitaine, ils vont évoluer dans ce sens pour aider les nouvelles générations à sur des bases saines. Parce qu'il faut aider aussi la fédération à avoir un test bien établi avant que tout le monde ne rentre dans le canevas. Voilà. Pour qu'à une compétition, qu'on n'exagère pas, qu'on suive seulement ce qui a été écrit. Franck, parlant de la Coupe du Monde, il faut aussi parler du sifflet africain.
Parce que ça fait déjà 20 ans qu'aucun arbitre n'a eu la chance d'officier peut-être la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. La première fois, d'une Coupe du Monde, la première fois qu'un Africain a eu cette chance, c'était en 98, la finale entre le Brésil et la France. Et c'était un Marocain. Paix à son âme. Voilà, 20 ans, il faudrait quand même que les arbitres africains puissent relever ce défi et peut-être accéder au demi-finale. Le Gambien Gassama, pourquoi pas? C'est le numéro 1 aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Et on va rappeler le groupe des Africains dans le groupe A, aux côtés de la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Dans le groupe B, le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. On a le Nigeria qui se retrouve dans le groupe D, aux côtés de la Croatie, l'Islande et l'Argentine. Et puis dans le groupe G, la Belgique, le Panama, la Tunisie, l'Angleterre. Et puis dans le groupe H, le Sénégal aux côtés de la Pologne, la Colombie et puis le Japon. Donc c'est dans 2 mois et demi, on verra bien ce qui va se passer là-bas. Et on va marquer la pause et juste on donne le calendrier des 2 championnats et puis on parle de la pas la Coupe du Monde, des éliminatoires de la CAN Junior. Et la 23e journée de la première division nationale de football, 22e, on en parlait, il y a quelques instants avec Guler Inoussa, on aura déjà un match en avancée cet après-midi entre l'AS SOTR et l'AS SK. l'AS SOTR qui, après avoir pris 4 au niveau de Sokodé, ne se retrouve plus tellement. En face, il y aura la jeune équipe de la SK avec le buteur du championnat, c'est Koudagba Kossi, qui a marqué sur les 5 dernières journées. C'est une très belle performance. Malheureusement, il n'est pas appelé. Bon, le technicien a ses raisons, certainement. On a le match Espoir Gomido à Thiévier, Asco Kotoko Unisport Ange de Notier, Fouadan Agaza Maranata Koroki, Aistogopor Semasiké. Le match au sommet de cette journée, ce sera demain au municipal. Bikenti qui joue contre Dito à Bassar. Voilà ce qui concerne la première division. Au niveau de la deuxième division, lorsqu'on regarde dans le groupe A, la zone nord, on a TAC qui reçoit Tigre Noir, Saint-Cassé, Agoua, Doumbé, AS Dankpen, Foupa, Odalou, Kakad, et puis Sarah, AS Bina. C'est la 15e journée à ce niveau. Dans la zone sud, la poule B, donc 15e journée aussi, on a ce match entre Hirondelle et SNPT au Kiti à Bouossé. Boulousou qui reçoit Étoile Filante. Ah, ça c'est un match intéressant parce que les 2 équipes ont des ambitions. Boulousou veut monter. Étoile aussi, même si ça va être très compliqué pour le Shooting Star, mais peut-être une victoire ici les relancerait. Pourquoi pas. Asfosa qui joue contre Ifodie, qui a perdu toute chance de revenir en première division, et puis Arabia qui reçoit Entendeux. C'est un match piège pour le leader de la zone sud. Il ne faut pas se louper, autrement il y aura problème en attendant d'aller jouer contre Boulouissou d'Aneho. Voilà donc ce qu'il faut dire par rapport à cette nouvelle journée de championnat dans les 2 tableaux. Au niveau également des filles, il y a des matchs. Et là, c'est très bien de pouvoir jouer le championnat de foot féminin, même si c'est en zone. Oui, même si c'est en zone, il fallait commencer. Parce que les filles ont souffert de ces insuffisances-là lors du dernier tournoi de l'UFOAB. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui sont revenues avec beaucoup de bonnes choses. La dernière fois pour le lancement, lors du match Amis du Monde à Pache, toutes celles qui étaient à Abidjan, on a vu, leur niveau était un peu plus élevé que celles qui sont restées à Lomé. Et l'autre chose qu'il faut relever, c'est que chez les filles aussi, il n'y a plus de petites équipes. Quand vous prenez la 2e journée où Athleta a été tenu en échec par Apache, même ça n'a pas été facile pour Amis du Monde devant Tempête. Tempête 3-2. Ça veut dire que quelque chose du travail se fait, mais au même moment, le constat que moi j'ai fait, ce sont les entraîneurs qui sont sur ces équipes-là. Entraîner les filles, c'est vraiment difficile. Il y a des entraîneurs, vous les voyez, ils ne font que crier du début jusqu'à la fin du match. Pour des filles qui, il y a
2 ou 3 ans, même 1 an pour certaines. Quand vous les voyez sur un terrain, elles sont toutes du côté où il y a le ballon. Elles ne maîtrisent pas le dispositif tactique, elles ne maîtrisent pas grand-chose. Elles commencent à apprendre et il faut crier sur elles tout le temps. Viens rester ici, c'est ta place là-bas, toi de l'autre côté. Je pense qu'il faudra faire un travail sur les coachs aussi. Ils ont des manquements aussi. Il ne s'agit pas de crier seulement. Oui, il ne faut pas crier pour crier. Crier, oui, mais donner les consignes que les filles doivent respecter. Ce n'est pas la peine de dire viens rester ici, viens rester là-bas. Qu'est-ce qui se fait à l'entraînement quand vous suivez, à part Amis du Monde et puis Athleta, quand vous essayez de suivre les séances d'entraînement des autres équipes, je ne veux pas citer de nom, ce n'est vraiment pas ça. Si on veut que les filles évoluent, il faudra que les entraîneurs soient formés aussi. Ouais. Oui, Abdelkader, vous? Je ne suis pas d'accord avec Méline. Pourquoi? Elle réclame la parité, non 50-50. Donc, non, mais la parité veut dire qu'on doit crier, bousculer. Elles doivent être stoïques, s'abstenir, supporter, c'est fini, c'est pour jouer. Ils sont venus pour jouer, donc elles n'ont qu'à jouer. Bon. Oui, en tout cas, c'est du bien pour les dames. Peut-être ça peut apporter plein de choses à l'équipe nationale des dames. On a vu ce qui s'est passé à Abidjan la dernière fois. Sur ce, on va parler de l'équipe nationale junior qui a été mise sur pied à la va-vite avant de revenir faire un peu le bilan avec Jean-Paul Abalo du dernier stage des éperviers en France. Et là, c'est un seul match pour l'équipe nationale avant d'aller jouer demain contre les jeunes panthères du Gabon. Et au sortir du seul match test de ces moins de 20 ans, Ayivi Ekwevi semble confiant pour la suite. Je dirais que j'ai eu un renfort de 4 joueurs d'un centre. Je ne peux pas en un seul match me prononcer. Je crois que nous partons. Mais arrivé en terre gabonaise, nous allons essayer de nous entraîner dans la journée de samedi, faire la reconnaissance du terrain. Je pourrais me prononcer au retour au pays. On vous a vu jouer en défense avec des milieux de terrain en club. Est-ce que le souci il est là? Bon, j'avais un souci de défenseur qui dit milieu récupérateur dit automatiquement défenseur. Il faut essayer de leur mettre ça dans la tête pour que grand qui n'ait pas de problème. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai transformé des milieux en défenseurs et ils ont répondu logiquement. Vous avez encaissé après, vous avez réagi, le caractère de vos joueurs. Bon, vous savez, c'est des jeunes face à leurs grands frères, ils veulent s'illustrer. Ils veulent se faire voir. Ça me fera plaisir s'ils se comportaient de la même manière à Libreville. On va faire de la Formule 1 maintenant. Ça veut dire qu'on va aller très très vite parce qu'il reste beaucoup de dossiers à analyser. Voilà, Ayivi Ekwevi, Tianile Bana, oui. Que peut-on attendre de cette sélection des moins de 20 ans? Coach, je pense que c'est une sélection qui n'a pas été programmée à temps. Et je pense qu'on a mis du gâteau chaud dans les mains d'Ayivi. Et je me plains beaucoup pour lui. Mais le connaissant pour son travail bien fait, je pense qu'il va se battre pour quand même... Donc au-delà de ces difficultés, il peut sortir Il peut sortir parce que c'est l'un des entraîneurs qui est de la crue des années 60, des années 78. Et c'est les anciens, la dernière crue des anciens. Et je pense que il vous fait plaisir. Il a qualifié. Il fait beaucoup plaisir à notre génération. Parce vous l'avez dit même avant ce match. Il fait plaisir beaucoup à notre génération, puisque dans notre génération, nous avons tout accompli. On a eu à prendre des équipes nationales où nous avons quand même qualifié ces équipes pour les Cannes. Au Cannes et aux Coupes du Monde. Et au niveau des clubs, nous avons quand même, avec la nouvelle donne de la Champions League, nous avons un de nos collègues de génération qui a qualifié au moins pour la première fois un club en phase de poule. Je pense que Ayivi nous fait beaucoup honneur. Je compte beaucoup sur lui et je lui souhaite bonne chance pour le match des moins de 20 ans. Mama Wiao, elle a une chance là-bas au Gabon, ou bien sûr les deux matchs, tout peut arriver. Oui. On sait que
la mise en place de ce staff-là était un peu en retard. Je pense que dans les années à venir, on va s'atteler à corriger cela. Mais je pense aussi que M. Ayivi, en tant que formateur, je le connais en tant que formateur, quand il prend une équipe, il aime beaucoup intégrer les jeunes. Il aura une formule quand même pour pouvoir tenir tête à ces Gabonais-là, du moins faire un match nul, comme c'est en aller-retour. Faire un match nul, ou bien même s'il y a eu des défaites, qu'il y ait un but d'écart, et au retour à Lomé ici, il aura le temps de connaître jusque-là son équipe pour placer quand même un 11 titulaire qui pourra relever le défi qu'il a relevé d'ailleurs au niveau de son club, qui est une fierté aujourd'hui. Ayivi Ekwevi m'a renforcé dans une pensée où je crois qu'il faut agir pour rester dans l'histoire et non pour faire plaisir à son entourage ou bien pour se faire connaître dans son environnement. Je veux parler des entraîneurs, quand on les place au niveau des équipes, ne cherchent pas à faire les choses dans l'objectivité pour faire rien que des victoires. Ils aimeraient dans leur pratique réaliser des choses par rapport au poste où on les a placés pour qu'on dise ça c'est moi qui l'ai fait. Là c'est ton entourage qui le reconnaîtra. L'histoire ne retiendra rien. Ce que Ayivi a fait déjà au niveau de Togo Port, même s'il n'a rien gagné, ses enfants récolteront cela. C'est vrai. Donc, oui, parce que l'histoire retiendra. Tu vas sur l'internet, même dans 10 ans, tu tapes le premier entraîneur qui a fait qualifier le Togo dans la nouvelle formule de la Champions League africaine, tu retrouveras Ayivi Ekwevi. Quand son enfant ira quelque part, ayant le nom Ayivi Ekwevi, on lui demandera, ah, c'était ton papa? Donc c'est déjà un avantage. C'est déjà aussi un avantage pour la fédération qui doit capitaliser cela, et c'est aussi un avantage pour les dirigeants de clubs de Togo Port. On dira ils font partie des grands clubs du Togo, comme le sont Semassi à Gaza et autres. Donc Ayivi Ekwevi fait honneur à tout le Togo. Bien. Aristide Covidien, les chances du Togo sur ces deux matchs, les moins de 20 ans, rapidement. Oui, moi je crois que Ayivi Ekwevi ira au Gabon, certainement, pour aller gérer la rencontre, parce que c'est un match qui se joue à l'extérieur. Il y a également le facteur public également qu'il faut prendre en compte, parce que le match se joue là-bas à domicile. L'orgueil local va devoir animer les joueurs gabonais à hausser donc leur niveau de jeu. Ayivi Ekwevi, moi je crois quand même en lui, il pourra quand même faire quelque chose. L'essentiel c'est de ne pas se faire humilier, c'est-à-dire je parle de l'équipe togolaise. De ne pas prendre l'eau là-bas. Voilà, de ne pas prendre l'eau, et puis peut-être gérer la rencontre, peut-être un match nul et venir faire l'essentiel ici. Bien. Ce sera la plus belle des choses à réaliser. Et peut-être pour le dire, c'est simplement parce que beaucoup disent que bon, Ayivi veut se faire griller en acceptant cette offre de la fédération. Moi je ne pense pas. Je profite en même temps pour analyser en disant simplement que Ayivi n'avait pas le choix, parce que d'ailleurs, retenez, c'est un fonctionnaire de l'État. Quand, par exemple, l'État a eu des difficultés, parce qu'entre-temps, le commerce et la fédération, le ministère ne s'entendaient pas, il fallait peut-être trouver une solution. Maintenant, l'État a proposé peut-être, bon voilà, on n'a qu'à aller avec un fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, Ayivi ne peut pas refuser parce qu'il aime d'abord son pays, il veut encore inscrire son nom dans les annales du football, et je crois certainement que sur cet aspect, il faudrait quand même qu'on l'encourage à peut-être améliorer beaucoup plus l'image de notre football. Voilà. Kader, cette équipe des moins de 20 ans, on peut compter sur elle. On peut compter sur elle, puisque le Gabon aussi, ça ne va pas là-bas, trop là-bas. Sinon, c'est pas parce que c'est le Gabon. Non. Eux aussi, ils ont des problèmes là-bas. Je pense que nous, on va les battre même. Ah bon? Non, on va les gagner. Ah bah oui, c'est toi qui l'as dit. Mohamed Touré, prononcez-vous sur cette équipe rapidement. Vous savez, j'aime beaucoup le coach Ayivi. Bien sûr que je le souhaite une très bonne chance, mais je n'espère rien pour qu'à la fin dire que je suis dessus ou bien ça ne va pas marcher. Oui, Evelyne Benedi, c'est bon, ça peut faire quelque chose sur les deux matchs? Bon, moi ce que je retiens, c'est le jeune âge des joueurs. Pour une fois, oui. on a respecté l'âge pour ces genres de compétitions. C'est vrai que ça fait vieux, le Togo n'a plus participé à ces compétitions de jeunes. Maintenant, le temps qu'il a fallu au coach Ayivi pour préparer cette équipe, le miracle n'est pas exclu, vu que les Gabonais aussi ont dormi sur leur laurier. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'ils ont commencé les préparatifs pour cette compétition.
Ils ont 4 à 5 joueurs, je pense, qui jouent en première division là-bas dans leur championnat. Le reste est issu de centres de formation. Tant qu'on ne connaît pas l'équipe adverse, on ne pourra pas forcément se prononcer. On ne pourra que souhaiter bonne chance aux Togolais. Voilà, Razak. Oui, comme on le dit, l'impossible n'est pas togolais, donc je me contente beaucoup. Ça existe aussi, ah oui, toujours. Absolument, ça existe toujours. Je pense que nous pouvons continuer à faire confiance au coach Ayivi. Je pense que tactiquement, il sait qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour préparer l'équipe et tout, donc il va mettre l'accent beaucoup plus sur le plan tactique pour contrer un peu l'équipe gabonaise à domicile. Et au match retour, faire forcément la différence ici. Mais ceci dit, permettez quand même que je me prononce un tout petit peu par rapport à la désignation tardive des coachs de cette équipe, pour dire que le comité, le commerce aurait bien voulu, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je pense qu'ils auraient bien voulu désigner les coachs plus tôt et tout. Mais certainement qu'il y a des raisons qui militent en faveur ou quelque part qui expliqueraient ce retard. Bon, en tant que dirigeant, moi, je comprends cela parce que parfois, quand vous êtes dans certaines situations, il vous est difficile de dire clairement certaines choses. Mais la réalité est là. La réalité est là. Mais comme on le dit toujours, ce qui est important, c'est de travailler sur la durée. Bien. Les autres matchs qui ont été programmés pour le compte de ces premiers tours éliminatoires: Seychelles, Mozambique, Malawi, Swaziland. Ouganda joue contre Soudan du Sud. La Tanzanie accueille la République démocratique du Congo. La Mauritanie joue contre les Lions de l'Atlas du Maroc, ou bien les Lionceaux si vous voulez. L'Algérie est opposée à la Tunisie. Ça, c'est des matchs qui ont lieu aujourd'hui. Demain, il y aura Kenya, Rwanda, Éthiopie, Burundi, Guinée-Bissau, Sierra Leone et naturellement Gabon, Togo. Et nous en venons à Jean-Paul Abalo-Dossé. C'est vrai que de l'autre côté, c'est Claude Leroy qui a tout dirigé, mais vous êtes dans le staff, vous êtes le numéro 2, si on peut le dire, de cette sélection du Togo. Un nouveau stage en France, 2 matchs de nuls, 0-0 contre les Baréas de Madagascar et puis 2-2 contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Que dites-vous déjà au sortir de ce nouveau stage ? Je pense que c'est un stage qui s'est bien passé. Notre objectif, c'est de mettre une équipe en place pour jouer contre le Bénin dans quelques mois. Sur le premier match contre Madagascar, je pense que tout le monde a vu ce match. Ça n'a pas été du tout facile pour nous, mais on a quand même réussi à ramener un point. C'était quoi? C'était le stress ou non, quoi? c'est pas le stress. Vous savez, avec l'équipe nationale, quand le premier match était toujours difficile parce que les joueurs, ils ont joué déjà dans le club, le temps de venir au regroupement et on a peut-être une journée, une seule séance. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour ces gens de match. Et en plus, il faisait froid. Mais en France aussi, il y avait une très bonne équipe. Peut-être qu'on dit Madagascar, on pense que ouais, c'est une petite équipe. Non, je suis désolé. Et nous, on connaissait beaucoup les joueurs de Madagascar parce que la plupart jouent aussi en France. Mais c'était vraiment une bonne opposition. C'est surtout ce qu'on voulait. Le résultat, c'est vrai que le résultat, les gens ils voient que ça. Mais alors que nous, on met quelque chose en place sur la durée. Donc sur ce match, on était très satisfait parce qu'on a été malmenés, mais malgré ça, on n'a pas perdu. Donc ça veut dire que l'équipe a du mental. Contre la Côte d'Ivoire, vous avez rapidement été mené 2-0. Après, il y a eu ce mental pour réagir avec un doublé de Floyd Haïté. Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que contre la Côte d'Ivoire, ça a été un match très très difficile parce qu'ils avaient quand même la grande équipe. Et nous aussi, on voulait leur montrer que on est présent. Les joueurs étaient très motivés. C'est vrai, on prend 2 buts vraiment d'inattention. Ça monte. Même le deuxième but, c'est vraiment un manque d'expérience un peu de nos joueurs parce qu'ils sont encore très très jeunes, certains joueurs. Donc, mais après, on est revenu au score parce qu'on a vu tout de suite ce qui n'allait pas. Et en la mi-temps, on a réglé ça. Donc après, même si sur l'ensemble des matchs, si on voit bien le match, l'équipe ivoirienne ne nous a pas vraiment dominé en tant que ça. Oui, ils ont utilisé de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs comme Arolou, derrière qui Claude Leroy courait, qui a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire, et puis d'autres joueurs comme Pépé. Mais ce que vous ne faites pas, vous n'essayez pas les nouveaux. Bien sûr. C'est pas Moreau était venu, mais bon, il ne pouvait pas jouer parce que lui, il a déjà joué avec les jeunes, avec l'équipe du Ghana. Donc il faut une autorisation quand même au niveau de la FIFA. Donc on a fait toutes les démarches, mais maintenant il reste à avoir l'autorisation. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Sinon, quand vous dites 2 joueurs, ben, si on a quand même, je crois que certains de vos collègues se plaignent parce qu'on chante tout à l'équipe aussi. Hein, donc, je prends par exemple le côté gardien de but. Hein, on sait qu'aujourd'hui,
Bassa Diéré est le numéro 1. Derrière lui, c'est qui? Aglimagnon ou Dida. On ne les essaie pas. Et ça a eu des problèmes à la dernière CAN. Oui, c'est vrai, de ce côté, vous avez raison. Mais bon, je crois que le coach, il fait vraiment confiance à Thierry. Donc, mais s'il se blesse un jour, c'est pas facile non plus. Le poste de gardien, c'est un poste à part. Hein, bon, ça, c'est le coach qui décide là-dessus. Mais sinon, Dida et, comment dire, Aglimagnon et Dida, Fatao. Moi, je pense que déjà, eux, ils sont U21. Déjà, ils vont jouer avec nous. Parce qu'on ne connaît pas vraiment encore leur vraie valeur. Et donc, je crois qu'avec le temps, on aura le temps de les connaître, surtout avec le match de U21 qui va arriver. Quoi. Oui, et puis, voilà, on n'a pas de gardien venant de ce championnat alors qu'on a déjà à 20 journées déjà. Comment ça s'explique? Mais bien sûr. Sinon, le gardien de Koroki était vraiment... Vous savez, quand on fait la sélection, on fait des présélections. Après, le coach juge. Il y a certains joueurs, bon, par exemple, si on prend le gardien de Koroki, il n'a pas de passeport. Comment vous voulez qu'on l'amène? Il y a beaucoup qui sont dans le même cas, mais c'est parce qu'on ne peut pas dire ça sur les antennes. Il y a beaucoup. Sinon, vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui sont présélectionnés, mais quand on regarde, ils n'ont pas de passeport. Donc, oui, mais lorsque vous avez des idées, des envies d'aller chercher un joueur, vous informez autour du joueur. S'il n'a pas de passeport, vous lancez le processus. Non, mais c'est pas la fédération qui fait passeport. Oui, on sait. Mais quand vous laissez lancer le processus à temps, on peut le lui délivrer. Je ne sais pas, parce que vous savez... Et il y a certains au niveau du passeport, le dessus sur le passeport non plus, hein, parce qu'on ne sait pas comment ils ont la double identité ou bien tout ça. Donc il y a c'est compliqué. Ah oui, c'est très compliqué. En plus, le joueur, quand tu le vois, mais la sélection, c'est pas dans la semaine prochaine. Mais quand tu vois, tu le sélectionnes, et c'est là que tu te renseignes sur lui, tu dis, il n'a pas de passeport. On essaye, mais on voit que bon, c'est bloqué, ou bien il faut quand même 2 semaines, 3 semaines. Donc des fois, tu ne peux pas l'amener. Sinon, le gars de Koroki était vraiment intéressant, mais... Et il n'y a pas de passeport. C'est ce problème administratif. Alors, la surprise aussi dans la liste de Claude Leroy, c'est de ne pas avoir le meilleur buteur, Kossi Koudagba. Lui aussi n'a pas de passeport. Hein. C'est ça? Non, vous savez, comme je viens de le dire, aujourd'hui Koudagba est le meilleur buteur du Togo. Mais dans la présélection il y avait Koudagba. Maintenant, quand tu amènes Koudagba, le joueur qu'on a devant, est-ce que Koudagba peut jouer directement, il peut jouer ou pas? Il y a tout ça aussi, parce que les postes aussi jouent aussi en faveur du joueur aussi. Mais vous ne trouvez pas qu'il faut encourager ces gens? Bien sûr, mais après, comme je l'ai dit, mais ça c'est le coach qui décide au dernier moment comment est-ce qu'il pense. Moi, je ne peux pas dire à sa place. Mais en même temps, il y a des équipes où des pays où il y a des meilleurs buteurs, mais qui n'ont jamais été sélectionnés non plus. Donc, il ne faut pas... D'abord, moi, je le connais parce qu'il était venu avec l'équipe locale. Et donc... je pense que est-ce que Koudagba n'est pas mieux que le super Niavidi, n'est pas mieux que... si vous dites que Niavidi est super, je vois pas. Bon, puisqu'il est toujours là, mais il ne donne rien, le coach le prend, ben c'est sûr qu'il est super. Non, aussi le choix des joueurs, bon, c'était que moi je ne peux pas répondre, parce que, comme je le dis toujours, on fait une présélection, on dit les joueurs qu'on a vus dans le championnat, et après, au dernier moment, c'est le coach qui décide. Donc, il a sa raison, exactement. Voilà, alors par rapport à ce qui va arriver contre le Bénin dans quelques mois, vous êtes confiant, vous? Ah oui, très confiant, sur ce que j'ai vu contre la Côte d'Ivoire. Et en plus, les joueurs, ils en parlent, et ils sont très très motivés pour jouer, pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. Est-ce que vous savez que c'est un match sur lequel il ne faut pas se louper? De toute façon, il n'y a pas que ce match. Sur tous les matchs, il ne faut pas se louper. Donc, si on veut se qualifier, il faut gagner le Bénin absolument à la maison. Et après, aller chercher des victoires aussi à l'extérieur. Ça, on le sait très bien. Ce serait très mal vu de ne pas avoir le Togo à une CAN qui est à 24. Oui, ce serait très mal, mais bon, c'est le football. Hein, vous savez, il y a des équipes qui donnent plus de moyens que nous, mais peut-être qu'ils ne seront pas. Hein. Bien. Voilà le bilan satisfaisant naturellement pour Abalo Dossé qui était en France avec l'équipe. Et le tournoi international de Toulon, ça promet aussi? Oui, ça promet. Là, on se prépare. On a déjà fait deux stages avec les présélections des joueurs qui sont au pays. Et un match. Et là, en France, on essaie de regrouper les jeunes qui jouent dans 2 clubs en Europe. Et on a vu, c'est pas mal. Bon, ils ont pris 5. Oui, bon, on a joué contre U23 de la Côte d'Ivoire, alors que nous, la plupart des joueurs, c'est U21, hein, donc ils sont nés en 2000-2001. C'était pas facile pour eux physiquement. Sinon, ils ont bien débuté la partie, mais après, ils ont sombré physiquement, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas le résultat qui compte pour nous, c'est, comme je le dis, nous, on voit plus loin, c'est pour donner la chance, ou bien permettre à ces joueurs de s'intéresser au football togolais, parce que vous savez, ce sont des mineurs et la plupart ils ne sont pas venus parce qu'ils
les parents se disent qu'au Togo, c'est toujours un peu compliqué dans l'organisation. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que non, les choses ont changé et qu'ils peuvent venir jouer au Togo sans problème. Très bien. Nous allons marquer la pause et on parle de l'AS Togoport sur la conduite à tenir, ce qu'il y a lieu de faire avant le premier match contre Oroya dans un mois, on dira. Et voilà, l'AS Togoport est devenu le maillot jaune des clubs togolais avec cette qualification pour les phases de poule, avec des équipes intéressantes à jouer. Et naturellement, on va affronter les Guinéens d'Oroya Athletic Club, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et le champion en titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca. Avec du recul aujourd'hui, vous imaginez un peu ce que vous avez fait pour ce football-là ? Oui, naturellement, tout à l'heure je disais que tout commence toujours par un rêve. C'est vrai qu'un jour on se dit, mais tiens, l'AS Togoport se qualifie, a sorti l'équipe championne pour une première fois du championnat national, c'était l'année dernière, la saison dernière, et on devait jouer donc une coupe continentale. La Champions League, la meilleure des compétitions. Donc on s'est assis avec le coach, on lui a dit voilà, notre objectif c'est d'aller en phase de poule. Le coach a posé ses exigences, on les a étudiées ensemble et on s'est mis d'accord là-dessus. Et donc, à partir de ce moment, on a commencé par dérouler. C'est vrai, ça n'a pas été facile, il faut le reconnaître. Déjà, contre AC Léopard de Dolisie, ça a été très, très, très difficile parce que nous avons une équipe très jeune. Beaucoup de nos joueurs découvrent une telle compétition pour la première fois. Mais chemin faisant, on a vu que les jeunes aussi ont pris confiance. Et l'appétit vient en mangeant. Oui. Donc, après la qualification contre l'AC Dolisie, les jeunes se sont dit, tiens, c'est possible. Sur 2 matchs. Oui, c'est possible sur 2 matchs d'arriver à la phase de poule. Donc, le match allait contre Al Hilal à Lomé, avec le score que vous connaissez, a véritablement permis à tout le monde de se rendre compte que, mais tiens, c'est véritablement jouable. Il y a une occasion à saisir. Ah oui. Et là, ça a beaucoup mobilisé autour. On a fédéré les énergies autour de cette équipe avec, bien entendu, l'engagement ferme du DG du port, notamment l'amiral Fougan Adegno, qui s'est même déplacé au chevet des joueurs pour leur prodiguer des conseils et avec qui ils ont échangé. Il a donné un certain nombre d'engagements aux jeunes pour les motiver à aller vers ce résultat. Maintenant, arrivé à Khartoum. Oui, on va aller vite. On sait ce qui s'est passé. Arrivé à Khartoum, ça fait 3-1, ce seul but qui a sauvé l'AS Togoport. Absolument. Oui. Et aujourd'hui, il y a des exigences. Vous devez faire des travaux au stade municipal. Ah, ça. Mais Franck, comme tu dis, nous devons faire des travaux au stade municipal. Est-ce de la responsabilité première de l'AS Togoport? Non, on le sait. Donc, vous comprenez que c'est après cette qualification, on se rend compte du chemin qu'il nous reste à parcourir. Vraiment. C'est énorme. Les exigences sont comme ça. Vous avez déjà commencé? Mais on est obligé de commencer. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais nous sommes dans cette dynamique. Vous n'avez qu'un mois, hein? Oui, absolument. Et nous sommes conscients des difficultés. Et vous imaginez ce que les gens ont raconté avant. On disait, maintenant que vous êtes à la phase de poule, il y a tel million que la CAF va mettre dans les cagnottes de l'Est. On dit qu'il y a de l'argent qui vient. Oui, mais attention, vous savez, la CAF ne fait rien sans rien. Oui, mais en faisant ainsi ou en planifiant ainsi, c'est parce que la CAF est bien consciente des exigences qu'elle-même elle pose. Oui. Et que cela va demander énormément d'investissement. Vous avez plus de 200 millions. Ça peut, mais les travaux à faire, tu sais combien ça va se chiffrer? Non, ça ne donc, quelque part, pas être utilisé. Quelque part, quand vous analysez bien, c'est que la CAF ne donne pas la main droite, elle ne reprend pas la main gauche en passant par ses exigences. Au-delà de tout, c'est un avantage pour le club portuaire. Absolument. Le club togolais. Oui, on va capitaliser là-dessus. Oui. Si vous vous organisez, il y aura les droits d'image, la communication. Aujourd'hui, il faut être professionnel et c'est l'AS Togoport qui gagne. Oui, ça, nous sommes tout à fait d'accord. C'est pour ça que nous disons que véritablement, on rentre dans la cour des grands jours. Voilà. Et là, c'est des exigences qui sont énormes. Et tout le monde doit le comprendre. Et l'AS Togoport, honnêtement, de toi à moi, ça va être difficile. Pour pouvoir répondre à toutes ces exigences. Il n'y a pas que les exigences footballistiques. Comme tu as dit, il y a des exigences administratives. Il y a mais si c'était au-dessus de vous, il ne fallait pas chercher cette qualification. Mais c'est ça. Mais c'est ça, non? Non, c'est d'abord, nous, ce qui est important, c'est d'abord de rechercher la qualification sur le plan footballistique. Oui. Les autres,
Elle est là. Oui. Il faut essayer. C'est comme ça qu'on devient grand. Absolument. Quand on rêve, c'est pour aller dans la cour des grands. N'est-ce pas? Je crois que le coach veut dire quelque chose. Oui, donc pour le premier match, tout se prépare déjà. Contre Roya, début du mois de mai. Oui, donc au plan footballistique, donc, nous avons bien conscience qu'il va falloir renforcer cette équipe. Donc les démarches sont déjà en cours dans ce sens-là. Vous cherchez des éléments au Togo ou bien au Togo et ailleurs. Au Togo et ailleurs. Donc ça, c'est déjà en cours. Ok. En temps opportun, vous aurez les détails par rapport à cela. Mieux organiser cette équipe également parce que véritablement, les équipes que nous avons en face sont des équipes beaucoup plus huppées que nous. Vous avez vu, quand on a fait le pot pour le tirage, nous étions dans le on savait le que ça ne serait pas facile. Vous avez les deux derniers champions. En plus. Mamelodi Sundowns et puis le Wydad Athletic Club. Tout à fait. Mais pour nous, le rêve continue. Tant qu'on a des matchs à jouer, le rêve continue. Et on va se battre pour. On va rapidement faire le tour avec les techniciens et les journalistes qui sont ici. Dans ce groupe, on a les Guinéens de Roya Athletic Club, un club affûté. On a Mamelodi Sundowns qui a gagné la compétition en 2016. Le Wydad Athletic Club qui l'a gagné en 2017. C'est possible pour l'AS Togo-Port? Oui, avant de parler des possibilités de l'AS Togo-Port, il faudra que je félicite l'AS Togo-Port, les dirigeants, les joueurs et le staff technique, et féliciter aussi les journalistes qui ont quand même fait un travail énorme pour la mobilisation des matchs, retour de l'équipe du premier match et le match aller contre les Soudanais. Et je vais aussi féliciter l'organisateur de Robert Daba, Foot, qui vraiment n'a pas lésiné sur les moyens. J'étais nuit et jour avec lui. Il a même mis la main à la poche pour que ces matchs réussissent. Peut-être que lui également va gagner devant. Qui sait? On le sait très bien. C'est un jeune qui est à la recherche de la promotion de sa société. Mais il faudra reconnaître que c'est un chanceux aussi. Il a eu déjà à organiser des matchs pour l'AS Semassi. Pour le Semassi de Sokodé, où j'étais entraîneur. J'ai vu que c'est un jeune vraiment qui porte chance au club. Et je pense qu'avec lui, l'AS Togo-Port va beaucoup prospérer. Et là, nous allons être tous dans la prière pour que ça marche. Ça devient une affaire nationale. Au niveau des infrastructures, vraiment, si j'avais émis le vœu d'intervenir, c'est par rapport aux infrastructures. 50 ans d'indépendance. 50 ans d'indépendance, on n'a pas 2 bons stades à Lomé. 2 bons stades à Lomé qui vont répondre aux normes. Même si vous voyez l'équipe nationale, si le terrain de Kégué n'arrive pas à... Heureusement qu'elle est en travaux. Elle est en travaux. Si ça ne finit pas avant le match de l'équipe nationale aussi sera dans les mêmes exigences. Parce que c'est la CAF qui a homologué le terrain, il y a des insuffisances. On le savait depuis longtemps. C'est 10 mois de Et on laisse de l'argent aux gens qui vont organiser des cannes, des gens qui bouffent des milliards, on ne leur dit rien. Mais ces gens-là, c'est eux, j'appelle des criminels. Ils profitent du football. Ils n'ont rien fait. Tous ces présidents de fédération, tous ces ministres qu'il faut faire des travaux. Sont venus depuis là. Malheureusement, c'est l'AS Togo-Port qui va payer. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas des espaces verts pour nos jeunes. Il n'y a rien. Et vraiment, il faudra vraiment qu'on pense à ça. Vraiment, ça fait honte. Maintenant, sur les je pense que si l'AS Togo-Port, qui n'était même pas habilité à faire ces travaux, parce que le terrain n'appartient pas à l'AS Togo-Port, c'est le ministère municipal. C'est la mairie qui doit... C'est la mairie ou le ministère de la jeunesse. Puisque c'est eux qui contrôlent le stade. C'est eux qui ont mis des agents là-bas qui travaillent pour le stade. Mais je pense que c'est pas bon. Bien. C'est pas bon pour notre football. On va parler. Un pays qui a participé à une Coupe du Monde, un pays qui a participé à une Coupe du Monde n'a qu'un seul stade. Aujourd'hui, ce stade est suspendu. Où allons-nous jouer nos matchs? Ça a été déjà fait, on est allé à Accra. Dans les années 80, on a suspendu le stade municipal, où on a joué, on a pris le terrain de Kévier comme un terrain réserve. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce stade? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas mis un gazon là-bas.
Bien. Mais on comprend vos inquiétudes. Non, mes inquiétudes, vraiment. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va revenir là-dessus. Il faudra que ces gens-là qui ont bouffé l'argent des cannes, qu'ils restituent cet argent pour que la jeunesse en profite. Il y a des personnes qui ont des voix plus autorisées pour les punir. Lesquelles Je ne sais pas, je sais c'est qu'il y en nous a. les acteurs qui allons les punir. Nous les acteurs. Il y a l'association des entraîneurs. Vous Tianilé, vous pouvez... Je ne parle pas de Tianilé. Je parle des acteurs de la jeunesse. Il y a l'association des joueurs, il y a l'association des entraîneurs, il y a toutes les associations qui peuvent revendiquer. C'est tous les journalistes sportifs qui peuvent revendiquer. On en a déjà et toute la jeunesse togolaise peut revendiquer ses sous pour s'en servir. Voilà. On a besoin d'espace vert pour le développement de notre football. Bien. Et ces criminels, on doit les juger. C'est bien. Maintenant, parlez-nous des possibilités rapidement. Pour les possibilités, en 30 secondes, je pense que l'Est Togo va s'en sortir. C'est vrai. Oui, je pense que les gens ne sont pas en train de pronostiquer pour l'Est Togo, mais vous allez voir qu'au finish, l'Est Togo va sortir de ce lot. Bien. Coach Abalo Dossé, face à Oroya, vous avez joué cette compétition avec le club soudanais El Merreikh. Oui, vous la connaissez, mais aujourd'hui, lorsqu'on prend l'AS Togoport face aux deux derniers champions, et puis à Oroya Athletic Club. Je pense que Togoport n'est pas arrivé par hasard. Je pense que c'est jouable. Honnêtement, c'est jouable parce que moi, quand j'étais avec l'équipe soudanaise aussi, c'était pareil. On était le petit du groupe, mais finalement, on s'est retrouvé en finale. Donc, je pense que Togoport peut s'en sortir, honnêtement. Mama Wiao, ça va faire une très belle promotion pour les joueurs de l'AS Togoport. Ils vont être vus partout. Mais c'est intéressant. On se souvient d'ailleurs de ce tacle du regretté Salutadou qui faisait lors du générique de cette compétition. C'était beau. Oui. Moi, je pense que c'est l'occasion au club Togoport de pouvoir se professionnaliser parce qu'ils rencontrent déjà le football continental. Ils vont voir déjà avec le stage ou bien les 2 jours de séminaire de M. Aïvi Ekwevi et du team manager de l'AS Togoport. Ils ont vu comment le football professionnel se déroule, les programmes à faire au niveau administratif et au niveau sportif. Deuxième chose, avoir M. Derman parler, si on lui disait déjà les exigences d'avance ou bien il les voyait d'avance, ils allaient préférer ne pas se qualifier. C'est mon analyse à le voir parler. Moi, je dis que c'est un déclic qui crée la révolution. Prenons l'exemple de la révolution au XVIIIe siècle en Europe. Quand les gens ont su que le machinisme peut faire créer des produits en masse, les Blancs, ils y étaient dedans à fond. Et aujourd'hui, on ne consomme que ce qui vient de chez eux. Ils ont capitalisé cela. Au Togo, on a eu 3 occasions. C'est la 3e qui est la qualification de l'AS Togoport du temps où moi j'avais le discernement en matière de football. J'ai connu 1998 où Kader a marqué un but, a fait sortir les gens dans la rue au Togo. On n'a pas pu bonifier cela. En 2006, avec le capitaine ici présent, M. Abalo Dossé, avec la qualification quand on revenait du Sénégal, c'était la liesse populaire. On n'a pas pu capitaliser cela. Et je pense que cette année, avec le club AS Togoport, il y a eu encore un déclic. Il faut bonifier cela pour passer directement au professionnalisme et tirer les autres clubs à suivre le pas. Et je pense que la fédération elle-même, elle est consciente qu'avoir l'organisation qu'elle a planifiée, ça a permis à un club de se qualifier. Il ne faudra pas qu'elle dort sur ses lauriers. Aider AS Togoport à pouvoir avancer vraiment pour tirer tout le sport vers le haut. Parce que le sport roi dans un pays, aux États-Unis, c'est le basket. Ça a attiré les autres. En Afrique du Sud, c'est le rugby ou bien le cricket. Vous voyez que les autres suivent. Au Togo, on a le sport roi qui est le football. Il y a eu un déclic cette année. Profitons de ce déclic-là pour passer à une autre étape. Voilà, Aristide, en 1 minute, même moins, qu'est-ce qu'on peut dire?
Non, vous savez que depuis le début, moi j'étais confiant en cette qualification donc, de cette équipe et je vous avais dit que cette année 2018 sera d'ailleurs la bonne pour l'Est Gopor. Moi je vois même cette équipe surprendre les autres nations et se qualifier pour les quarts de finale. Oui, la volonté, le talent, nous en avons au Togo. C'est vrai qu'aujourd'hui sur le continent, cette équipe de l'Est Gopor fait objet de curiosité parce qu'après le tirage, tout le monde se demandait quelle est cette équipe. Nous on connaissait Dito, on connaissait Semassi, on connaissait peut-être Agaza, mais on n'a jamais entendu parler de cette équipe de l'Est Gopor. Les gens même dans d'autres pays ont commencé déjà à aller sur internet pour chercher des informations sur ce club. Aujourd'hui nous jouons dans un groupe où il y a peut-être le Mamelodi Sundowns, il y a le WAC. WAC, à part le fait que ce club soit champion en titre, c'est le club qui a été le super vainqueur, en tout cas, de la Coupe CAF. Et donc, il faut préciser également que c'est du lourd. C'est vrai, moi j'ai vu cette équipe, la façon de jouer face au WAC, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais il faut toujours analyser certaines choses pour pouvoir aider d'autres. Donc, il y a de la place pour l'espoir. Il y a de la place pour l'espoir. Et il faut simplement dire qu'à ce niveau de la compétition, on ne rencontre que le grand. Oroya est un grand club aujourd'hui. Retenez bien, le président de ce club est membre du comité exécutif de la FIFA. Et donc, sur ces genres de rencontres, ça peut se gagner sur des détails. Quand je parle des détails, ça peut être également l'arbitrage. Vous parlez du lobbying. Ah oui. Voilà. Et donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Comme cette chanson, oui. Kader, vous. Voilà, moi je veux que l'Est Gopor ouvre l'aspect infrastructure et se mettre sérieusement au travail. Oui, mais c'est sur les infrastructures, là, c'est important. Ouais, mais s'ils ne le font pas, on peut délocaliser le match. Il ne faut pas décourager les joueurs. On les décourage pas. L'administration doit s'occuper de ça. Les joueurs doivent bien s'entraîner. Puisque dans tous les cas, ils doivent jouer. Quand on va délocaliser le match, soit au Ghana ou bien au Bénin, je ne sais pas. L'Est Gopor doit jouer. Donc les enfants doivent travailler. Et M. Razak est ici de mettre les enfants à l'aise. Ce n'est pas affaire de 10 000 francs, 15 000 francs prime de match. Nous sommes à la coupe. Une compétition continentale. Il faut motiver les joueurs. Il faut motiver les joueurs et puis ça va aller. Oui. Mohamed, vous. Oui, rapidement, pour parler des infrastructures, moi je vois qu'on ne peut pas se plaindre parce qu'il y a des bonnes oreilles qui nous écoutent. Heureusement que le président d'honneur de l'Est Gopor est le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé. Donc je vois qu'il doit mettre la main à la pâte. Concernant les chances de Togo, pour moi je crois énormément, fermement même je crois. Parce qu'il y a une phrase que je déteste beaucoup. On dit c'est la première fois qu'on découvre. Vous voulez découvrir ça quand? On découvre toujours la première fois. Mais quand on voit les clubs comme Niba, les tout puissants Mazembe, ils ont découvert aussi et ça a marché. Donc là je te confère la place et peut-être même remporter le trophée. Evelyne Benedi, la voix peut-être de la femme qui nous dira ce que va être cette phase de poule. Oui. Bon, c'est vrai que j'ai foi en cette équipe aussi parce que quand j'ai discuté un peu avec des joueurs, ils sont très motivés parce que c'est eux-mêmes leur carrière qui est en jeu. Ils ont des ouvertures. Ça leur permet peut-être à certains d'entre eux de ne plus revenir à l'Est Gopor, mais d'aller à l'extérieur. Voilà, c'est le désir de tout joueur. Maintenant, le point sur lequel moi je veux m'appesantir, c'est peut-être parce que je suis femme, c'est le côté esthétique. L'Est Gopor, quand l'équipe est revenue dernièrement du Soudan, les joueurs étaient, excusez-moi, mal habillés. Il n'y avait pas d'uniforme. Certains étaient en jean pantalon, d'autres en tapette, certains en culotte, d'autres en culotte. Ça fait pas joli. Ça fait pas joli du tout parce que c'est l'image du port. Vous voulez dire qu'il faut organiser ça? Oui, il faut organiser. Faire des costumes ou bien pas forcément des costumes. Vous avez vu les joueurs ghanéens qui étaient à Kété, complets, c'était joli. C'est la tradition chez eux, ils mettent un accent particulier sur ça. Mais que l'équipe ait des uniformes. On ne dit pas de dépenser des milliards dessus, mais que ça soit joli. Même le coach Aïvi, lorsqu'il était au séminaire, on l'a vu au fond de la salle. Ce n'est pas ça. Tout ça là, on doit lui apprendre. Même ici, lors des conférences de presse organisées par Elite Foot, l'Est Gopor aujourd'hui n'est plus un petit club. Le coach Aïvi, il vient dans son sous-vêtement à lui, alors qu'il devait s'habiller à l'effigie du club. Il faudra voir tous ces aspects-là, parce que les matchs de la phase finale, on sera sur les grandes chaînes. Il y a Beansport, il y a Super Sport et tout ça. À plus, donc il faudra que tout soit joli.
Voilà, c'est dit. Je crois que le responsable, il est là, il a tout suivi. Vous savez, il faut soigner l'image du club. Voilà. Parfois, l'entraîneur, il y a un sous-vêtement Adidas. L'euro, c'est Wii Sport. La casquette, c'est peut-être Nike. Un peu de mélange, ça ne fait pas bien. Il faut soigner l'image du club. On va faire la pause rapidement et on revient. Merci, monsieur. Vous mettez fin à cette émission. Samedi Sport sur la référence sportive. Malheureusement, on a volé les auditeurs. Toutes nos excuses. Vous êtes bons, on le sait. Hein. On se retrouve là le samedi prochain. Vous aurez tout votre temps pour intervenir. Merci à Mohamed Touré, merci Evelyne Benidji, merci Razat Derman de l'encadrement de l'AS Togo Port, Tiani Lebana, ancien sélectionneur des éperviers du Togo, Jean-Paul Abalo-Dossé, qui est l'actuel sélectionneur adjoint de la sélection Fagnon, Mama Uyao de l'association des joueurs de foot du Togo, le confrère Aristide Kouévidien, Abdelkader, merci d'être venu, merci Gueler Inoussa, merci à tous les journalistes de la rédaction de Sport FM, notamment Angelo Folico et Grégoire Attignon, et puis Roméo Hitor, merci à tous, merci à Kelly Akweso qui nous appuie souvent aussi. Juste derrière moi, ce sera Difana Ezasport, pas avec Latifi Romain, mais avec le grand frère Atiabao. Encore une fois, joyeux anniversaire à NASPM, à très bientôt.